social des JO de Paris et des JO de Paris vers les prochains, donc 2030 et puis tous les autres événements. Alors, avant de vous saluer et de vous présenter qui le droit, Xavier, si vous pouviez nous en ramener tout un temps, ça serait pas mal quand même. Le sous-titre qu'on a donné à ça, c'est culture de sécurité, santé, prévention, levier de réussite. Parce que l'une des questions qu'on va avoir à traiter, c'est charte sociale géniale, événement, première mondiale, événement extrêmement structurant, grande force. Maintenant, comment ça diffuse, comment ça va et comment ça s'appuie en fait pour ce qui est notre terrain à nous sur les politiques et surtout des pratiques et des programmes de sécurité, de santé, de qualité, de conditions de travail. Voilà, donc voilà notre sujet. Pour ceux qui savent, c'est le deuxième épisode d'un premier qui était déjà en mars, et on a eu le plaisir de voir ça, de le faire chez vous, Cyril, pour commencer à échauffer les mœurs et échauffer les populations et surtout exemplarifier les choses. Juste deux mots sur nous qui on est. Alors effectivement, on n'est pas très grand, le club, le cercle entreprise de santé. Et comme vous voyez, on affiche le rouge uniquement sur le tiret santé-travail. Et c'est pour nous important. Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Ah oui, merci. Vous êtes charitable. J'espère que je ne vais pas pousser le truc est pas trop. Et donc notre périmètre et notre objectif, c'est la santé-travail, très important. Hein. Rappelez-vous, comme dans le mariage du Figaro, et il épousera ou il l'épousera. La sémantique de Cambridge, eh bien oui, parce que c'est pas la santé au travail au sens réglementaire, c'est la santé globale au travail et c'est surtout les relations, les interfaces entre la santé et le travail et les impacts mutuels. On est toujours en logique et en logique d'impact. Alors, je vous présente nos intervenants, enfin je vous présente à vous tous les intervenants, donc quasiment par ordre d'arrivée et d'entrée en scène. Donc Bernard Thibault, alors on va vous présenter comme vous êtes, c'est-à-dire vraiment le père et l'impulseur de la charte sociale tenace et le co-président officiel, puisque les titres officiels sont très importants, du comité de la charte sociale 2024, j'allais dire en souterrain impulseur du prochain sur 2030. Cyril Courbe, alors Cyril, moi pardon, mais j'ai vraiment une pensée émue avec vous, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un lieu un peu tel qu'ici, sauf que c'était un Préventica de province, c'était à Marseille, en 2019. C'était le soir tard, et il me dit on est en train de préparer un truc. Je ne sais pas comment, si c'est une bonne idée et comment ça va pouvoir marcher, mais on est en train de pousser, j'allais dire le CIO si on peut dire, sur la pente savonneuse, d'adopter les valeurs de l'OIT. Cyril Courbe est un général du bureau de l'OIT en France, et je dirais que vous aussi vous êtes le père souterrain normalement de la chose. Donc merci. Donc là ça sera nos deux premiers orateurs, et puis après alors vous en connaîtrez, sauf que Karine pour le PVTP là elle a les cheveux tirés alors que là elle les avait pas, mais elle est, j'allais dire, c'est plus que la grande prêtresse parce qu'elle est vraiment sur ce qu'est le cœur du réacteur. Et le cœur du réacteur en matière de géoculture, c'est-à-dire tout ce qui a été, toute l'infrastructure qui a dû être construite et anticipée depuis plus qu'un certain temps, comme dirait également, c'est au moins 5 ans, puisque c'était 2019 et je pense que les choses se connaissaient, une charte signée en 2018. Et donc, voilà. Et puis, on va voir après comment vous intervenez les uns les autres, mais j'allais dire qu'on va partir du cœur du réacteur pour aller ensuite sur l'ensemble des impacts. Donc on aura Nathalie Perra et Thibault là, ici présents à la droite. Si on se met dans l'autre sens, ce sera à gauche. Voilà. Et là, c'est, je dirais, à la fois l'opérationnel de la préparation des JO, puisque Thibault, vous étiez en fait le référent RTE pour le JO. Et puis Nathalie, dans les coulisses, on doit gérer tout ce qui est surtout les enjeux de sécurité, de santé, de prévention
l'égalité de vie, l'égalité du travail. Donc là aussi, vaste débat avec un mode d'intervention tout à fait différent de ce qu'était le BTP. Et puis après, alors elle n'est pas venue toute seule. On a Christelle Ange, qui est là, Christelle Ange, qui est directrice prévention sécurité sur un certain nombre de grands projets, et sur l'île de France et sur globalement partout. Et puis pour que ça fasse les trois mousquetaires, ils sont effectivement trois mousquetaires derrière les près d'entrailles, donc ils seront les trois mousquetaires sur le cadre avec. Et maintenant on féminise les mousquetaires, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et voilà. Et puis alors Jean-François Dalbet, vous représentez, si je peux me permettre, à la fois l'œil public, mais pas que, qui est vraiment l'œil opérationnel, avec à l'époque vous deviez faire peur à tout un tas de monde, puisque c'est en gros des France de rire, c'est en gros vous qui corniaquiez l'inspection du travail complètement de terrain, et j'allais dire à peu près sur tous les terrains. Merci à vous d'être là. Alors vous pouvez louer notre Marie-Lise Cartonzito, elle est là, donc alors là aussi vous effectivement vous êtes mis tout en noir, et vous avez raison parce que sur vous repose beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes, d'incitation sur la DGT. Merci à vous d'être directrice du travail, ancienne aussi inspectrice du travail, et vous présidez toutes ces orientations. Et puis mon cher président et moi, alors voilà, moi merci à vous tous. Et avant de comment ça va se passer, voilà, on va regarder pourquoi cette charte sociale, les retours d'expérience, et surtout notre truc c'est de mettre tout ça en commun pour l'avenir, parce que on dirait que c'est bien, c'est très bien et c'est très nécessaire. En revanche, c'est aussi les prochaines étapes et les obstacles qui sont devant, qui nous attendent, et puis échanger et débat là-dessus. Pourquoi c'est important? Je reviens à la conversation qu'on avait eue il y a 6 ans. Non, mais c'était bien ça, c'était comment tricoter, si on peut dire, et déjà faire se parler, ce qui ne va pas lui être une évidence totale, le fonctionnement et les valeurs du Comité international olympique et celui de l'OIT, donc d'avoir d'un côté les valeurs du sport. C'est une initiative, je dois dire, moi je suis génial, je suis très groupie de vous deux, mais ça, on ne dira pas trop. Depuis, pour d'autres raisons, pour l'article que vous m'aviez fini quand même un très grand coup de main sur l'histoire de l'homme et de la façon dont c'était bafoué. Merci encore une fois de l'avoir fait. Mais voilà, donc en plus c'est un engagement français, c'est un engagement de longue haleine qui remonte à 2018. Donc à l'époque les deux pères fondateurs étaient deux Bernard, donc il y avait celui-là et puis un autre, pardon je le cite, même s'il a disparu parce qu'il était côté sport, et c'est Bernard Lapasset, qui était d'abord le président de la Fédération française de rugby, puis de la Fédération internationale, et qui, je dois dire, a porté complètement la candidature de Paris, et que même si, on va pas dire que c'est la charte sociale, mais quand même, l'identifiant très spécifique qu'était cette charte a permis une notoriété tout à fait importante. Alors, là, vous la voyez là, elle a été signée donc, en juin 2018, le signé par, un maximum optimum de bravo pour l'avoir réussi, hein, de fédération professionnelle, patronale et syndicale. Et il a aussi été créé, alors je l'ai mis là-bas en petit, mais c'est très important, parce qu'elles sont, si je peux me permettre, Jean-François, l'objet même de votre obsession qui est la même que la mienne, et qui est l'éphémère. C'est-à-dire que ce sont trois structures complètement éphémères qui ont été montées de façon ad hoc, c'est presque étonnant pour l'État sur notre méchant. C'était la DIJOP, et donc la direction interministérielle aux Jeux Olympiques qui s'est montée là pour justement agiter tout ça, et avec ce que disait l'une de nos prédécesseuses, qui était Patricia Boileau, quand elle m'a expliqué le truc, elle m'a dit mais nous on avait comme rôle de disparaître quand les choses allaient bien. En revanche, dès qu'il y avait des merdes, il fallait qu'on soit là. C'était une fille absolument géniale, et moi je suis pas très fan, mais le type qui était Jacques Gadot, qui était Dijon de l'époque, était là. Et donc, et les deux autres structures sont aussi très importantes, parce que quand on va s'interroger ensuite sur la responsabilité et l'impact, en gros, c'était ces deux structures tout à fait importantes, que sont l'une la Solidéo pour le dur, donc si je peux me permettre, vous aurez un double esprit pour l'incarner à Karine de ce côté-là, mais de l'autre côté, sur le plus diffus, qui était le projet. C'était fort important de ce côté-là. Donc les trucs fondateurs, je vous donnerai les liens, c'est quand même important, parce qu'en plus c'est lié à l'actualité.
décembre est sorti, puisque c'était officiellement la fin de Peugeot, le bilan qui était là, qui s'appelle pas social. Alors on a brutal, je me suis dit, ce qui était durabilité et héritage. Alors, le rapport est très bien fait, c'est très com. C'est très com. Donc il y a un petit paragraphe sur la charte sociale. Et puis, celui beaucoup plus important qui est sorti vendredi dernier, donc là c'était sous les ordres de la République, une très grande majesté, c'est très bien fait. C'est donc le rapport de la SOIDEO qui, sur ces dimensions de santé et sécurité, et qui en matière, j'allais dire, de cornac méthode, est un truc assez génial, vraiment à reprendre de près, avec tous les espoirs qu'on a pour nous pour la suite, c'est la suite. Et puis ça, vous avez peut-être vu ça sortir hier avec l'ancien, puisqu'il va sortir, avant qu'il soit content, l'ancien directeur financier, il est toujours le directeur financier, qui se félicitait là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a eu des vrais montants des budgets. Ce qui n'est pas toujours aussi facile, si je peux me permettre, on va pas avoir partout avec quelques contradictions de temps en temps. Et donc là, j'ai essayé de comprendre. J'ai mis du temps pour comprendre ce que vous voyez là, et qui est le périmètre et la responsabilité. Vous voyez que vous avez 3 ans. Vous avez la première, qui a été en fait autour de ce qu'on appelle la SOIDEO, c'est-à-dire la société de livraison des ouvrages olympiques. Budget 4,7 milliards, et c'est là ce qui a cornaqué, je veux dire tout ce qui est en gros le village olympique et un certain nombre d'infrastructures en dur autour de ça, et avec là des chartes, des engagements très souvent. Ensuite vous aviez, c'est là qu'on va, j'allais dire, du cœur du nucléaire, du cœur du réacteur à des choses qui sont un peu plus floues. Vous aviez ce qui était, j'allais dire, sous auspice, parce que c'était sous pilotage, soit pas, Peugeot. Donc qui était, durant les opérations des Jeux, voilà, tout ce qui était nécessaire, les services, vous savez, depuis effectivement l'alimentation électrique, mais ça pouvait être globalement tout le reste. L'énorme billetterie qui a quand même servi à plus de 11 millions de gens qui ont assisté à tout ce marché. Le budget donc Peugeot a pris hier, très clairement, 4 milliards et 11. Et puis vous avez tout le reste. Alors pardon, parce que tout le reste, c'est le gris. Moi je vous l'ai mis en rose clair parce que je vais être optimiste, mais c'est tout le reste. C'est-à-dire que c'est tous les budgets. Pour l'instant, la Cour des comptes n'a pas encore donné son aval, enfin donné son chiffre, mais c'est tout le reste. Donc on dit que ça sera entre 2 milliards et 5 milliards. Donc sur l'ensemble, vous avez à peu près l'ensemble de ce qui est là. Mais ce qui est tout à fait important, et vous voyez là dans le petit coin là-bas, le petit picto du bas, c'est que non seulement il est parti sur le territoire, mais vous aviez plein de activités impactées. Et l'un des exemples, ce qu'on va voir là maintenant, c'est que l'un des exemples qu'on va voir, on va en emprunter, j'allais dire, à ces 3 zones. Pour la zone du dur, la zone de la prestation, voilà. Et là, la grande question, c'est comment les enjeux de santé et sécurité, sécurité de conditions de travail ont été pris, globalement, ont été pris là-dedans. Voilà, moi je vous ai dit qui va intervenir là. OPVTP au cœur, côté SOIDEO. RTE, moi je dirais que vous êtes un peu sur le périmètre 1 et 2, une intervention là-dessus. La Poste est plutôt du côté de l'impacté. Et puis en même temps, vous étiez partenaire, donc ça donne aussi une visibilité. Et puis alors, Jean-François, vous ne connaîtrez pas forcément d'ailleurs le petit picto qui est à côté, mais quand même il vous dire ce que c'est, c'est-à-dire que si on choisit, ce qui a été tout à fait malin, de construire que du dur, de construire du dur recyclable, ça veut dire qu'on aura du port cyclable et donc de l'éphémère et donc du temporaire avec des enjeux de sécurité santé qui ont moins. Donc voilà comment on va aussi organiser notre temps. De ce côté-là avec cela, voilà. Et donc si vous voulez bien, ça va être à vous, Cyril et Bernard. Cyril, juste pour l'origine de ça, j'ai pris Bernard à vous. Il faut parler assez fort parce que l'environnement est là. C'est pas ce qui marche pour les dire. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci de l'invitation, merci de l'initiative pour nous inviter un peu à une conversation sur les facteurs de réussite finalement
cette charte sociale et la façon de la rédiger. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, Je crois qu'il faut avoir le micro là-dessus. c'est une remarque préliminaire très importante. C'est qu'à la base de la charte sociale, il y a un engagement. Il y a un engagement, et c'est là-dessus, je crois que c'est là-dessus qu'il faut vraiment insister. Un engagement des partenaires sociaux, mais au-delà des partenaires sociaux, un engagement de l'ensemble des acteurs de l'écosystème Paris 2024. Et l'engagement, c'est quand même la condition pour que ce qu'on construise en matière de prévention des risques et de meilleures conditions de travail soit durable. Et cet engagement, donc, il est à saluer. Et il est à saluer aussi parce que, sauf qu'à l'époque, Bernard Artigot était membre du conseil d'administration de l'OIT, donc c'est vrai que ça a facilité notre rôle modeste dans l'accompagnement de ce dispositif. Mais cet engagement, je voudrais aussi souligner à quel point il s'est inscrit en conformité par rapport à une histoire des relations entre le mouvement olympique et le monde du travail. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter un court moment, parce que c'est une histoire assez rigolouse, c'est une histoire qu'on a popularisée à travers un film d'ailleurs sur la jeunesse de la charte sociale. Et je voudrais simplement rappeler que quand, à la fin du 19e siècle, Pierre de Coubertin a lancé son fameux appel pour relancer l'idéal olympique, cet idéal olympique, il s'inscrivait dans le cadre des réminiscences d'un idéal de fraternité transnationale qui s'appuyait sur l'éthique du sport, sur un certain nombre de valeurs qui rapprochaient les Et quelques années plus tard, après la Première Guerre mondiale, quand on a créé l'Organisation internationale du travail comme un indice de la Société des Nations, le premier système de relations multilatérales dans le monde, on a là aussi, d'une certaine façon, voulu entretenir un idéal de paix par la justice sociale, donc un idéal transnational de rapprochement des peuples et qui avait vocation finalement à remplacer dans les relations entre les États le droit, la force, plutôt de remplacer la force par le droit. Et donc ces deux idéaux ont finalement convergé très tôt dans leur histoire et on a pu retrouver d'ailleurs en retraçant cette jeunesse de la charte sociale un certain nombre de travaux qui a été engagé dans les années 1920-1930 autour du sport comme facteur de réduction des inégalités, facteur d'émancipation, avec d'ailleurs des recommandations qui avaient été adoptées à l'unité sur l'usage du sport en entreprise. Donc cette histoire de parenté entre le sport et le mouvement des droits humains, comme on l'appellerait aujourd'hui, est une histoire ancienne et qui perdure encore aujourd'hui. J'en veux pour preuve l'ECHO qui a rencontré au niveau international la création il y a quelques années d'une nouvelle organisation internationale qui s'appelle le Centre international du sport pour les droits humains. Donc, revenons à Paris 2024, quand il s'est agi évidemment d'organiser les Jeux Olympiques à Paris, c'était pas seulement organiser une compétition sportive internationale, ça allait bien au-delà. C'était organiser un grand moment politique et géopolitique. Et c'est ça, je crois, qui est à la base de ce souci d'exemplarité porté les promoteurs de la charte sociale Paris 2024. C'est l'idée de se dire qu'il y a quand même peu d'événements aujourd'hui dans le monde qui puissent réunir au même moment, autour d'un même événement, une émotion internationale qui est vécue au même moment par tout le monde. Et donc c'est un moment formidable d'opportunité pour faire passer un certain nombre de messages relatifs aux droits humains, relatifs au risque des autres, relatifs à la paix évidemment, en se souvenant de l'idéal olympique. Et c'est dans ce contexte-là qu'il était important aussi de placer un message fort sur les conditions de travail. Faire en sorte que cette exemplarité des Jeux puisse aussi se traduire sur le plan social, sur le plan des conditions de travail. Et c'est ce qui a justifié d'une certaine façon à la fois l'intérêt et l'implication de l'Organisation internationale du travail. Je crois que l'enjeu, et il a été très largement relevé, c'était de faire en sorte que les conditions de travail ne soient pas conçues comme une simple variable d'ajustement devant permettre in fine d'amortir tous les chocs nécessaires à l'accomplissement des Jeux, mais à en faire en amont un objectif qui devait en tant que tel participer au
scène des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était ça le challenge, si je puis dire. Et c'est ça que les partenaires sociaux et l'ensemble des acteurs de Paris 2024 ont voulu relever. C'était en quelque sorte savoir saisir toutes les opportunités aujourd'hui que recèle l'organisation d'un événement comme les JO de Paris, la visibilité qu'ils offrent, l'enjeu aussi de tirer parti de la dimension économique de cet événement sous l'opportunité pour les territoires reculés. En tant que Français, on a tous en tête l'enjeu de la réduction des fractures territoriales dans la région d'Île-de-France, les opportunités en termes d'emploi, en termes de compétences, en termes de formation, en termes de visibilité d'un certain nombre de territoires et d'enjeux sociaux. Et donc c'est ça qui était à la base de l'engagement de cette charte sociale et qui, du point de vue en tout cas de l'organisation, a été suffisamment bien relevé pour en faire aujourd'hui une référence, je dirais un point d'étape important dans tout ce qu'on peut construire autour de l'agenda du travail décent qui est l'agenda de l'unité. Tout ce qu'on peut construire autour de cet agenda à la faveur d'organisation d'événements de la dimension des Jeux Olympiques. Ce ne sont pas ces événements qui rentrent dans le futur. Merci d'en souligner l'importance. Comment vous êtes tombé dedans et surtout quelle ténacité il a fallu, alors vous nous direz sans doute pas tout, mais quelle ténacité il a fallu pour arriver à faire signer tout le monde et arriver à tenir tout avec énergie et résultats quand même. Voilà. Il faut travailler carrément avec le... Oui, comme il faut se battre pour le son, il faut se battre pour la charte sociale. Hein. Et ça fait 10 ans que ça dure. Parce que les premières conversations autour de cette approche datent d'il y a 10 ans. Vous l'avez rappelé, Anne-Marie, notamment avec Bernard Lapassé, malheureusement, qui n'a pu être témoin du résultat. Et c'est vraiment un gros regret. Il a été une cheville ouvrière aussi dans cette approche. Et c'est vraiment très regrettable, sa disparition bien évidemment, mais qu'il n'ait pas pu lui-même de visu constater les résultats de sa contribution. Oui, ça fait 10 ans qu'on a eu cette approche audacieuse, d'aucuns diront utopique peut-être, mais l'ambition syndicale c'est aussi fait parfois d'utopie, et qui veut améliorer le monde, essaye de porter parfois des utopies, et puis au fur et à mesure de différentes batailles, on s'aperçoit que l'utopie devient peut-être accessible, on se construit au fur et à mesure, et aujourd'hui on en est à apprécier plutôt des résultats de ce qui était il y a 10 ans effectivement une utopie, à savoir si la France organise des Jeux Olympiques, on se doit parce qu'on est la France, et Cyril est bien placé pour le savoir, sur le plan social notamment, la France c'est pas n'importe quel pays à l'échelle des nations. Ça reste malgré toutes les insuffisances, toutes les polémiques qui peuvent exister sur la législation sociale française, il demeure que dans la comparaison internationale, nous sommes un des pays où protection sociale, liberté syndicale, en tout cas en droit, sans cesse se battre pour que ce droit soit respecté, mais ça c'est un lot commun. Règles du travail en termes d'horaire, de rémunération, bref, convention collective. Donc dans la comparaison internationale, on tient le rang. Or, dans l'histoire des Jeux Olympiques, il est un fait que beaucoup de pays, beaucoup de capitales qui ont organisé les Jeux par le passé n'avaient pas forcément un souvenir très positif une fois les Jeux s'étant déroulés. Ce qui fait qu'au fil du temps d'ailleurs, il y avait de moins en moins de pays, voire de villes, candidates pour organiser les Jeux Olympiques. Ça a été un objet critique, et peut-être que vous vous en souvenez, mais entre le moment du lancement de la compétition entre villes se portant candidate pour 2024 et l'arrivée, il y a beaucoup de pays qui, au fil du parcours, se sont désistés parce que soit leur population n'en voulait pas, les conditions n'étaient pas réunies. Bref, à l'arrivée, il n'y avait plus que 2 villes candidates. Et ce qui a abouti à ce que Paris hérite de 2024 et Los Angeles de 2028. Le CIO a mis fin à une compétition où il y avait
avait plus beaucoup de coureurs derrière la ligne de départ. Donc ça a simplifié l'exercice. Et donc, pour en revenir à cette idée, si Paris, la France, doit organiser les Jeux Olympiques, nous devons tenir notre rang sur le standard social qui est le nôtre, et le mouvement syndical va même plus loin. Au contraire, on va faire une démonstration au monde entier que ce n'est pas incompatible d'avoir des grands événements de ce type. Et sur le plan sportif, naturellement, les Jeux Olympiques, c'est l'événement mondial. Tous les sportifs le reconnaissent, c'est pour eux le Graal en quelque sorte. Il est hors de question que ça puisse se préparer, se dérouler, comme on a pu le voir ailleurs, en d'autres pays et en d'autres continents. Il faut qu'on tienne notre rang, et donc il faut plutôt percevoir l'organisation de ces Jeux comme une opportunité sur le plan social. Et c'est là que s'est construit la rédaction de cette charte, 16 engagements dans différents domaines, pour couvrir les 3 phases autour des Jeux, sa préparation, son déroulement et l'après. Touchant aux questions d'emploi, de sécurité au travail, ce qui nous préoccupe naturellement aujourd'hui. Et je crois, avec un petit peu de recul, quelques mois de recul, que ces engagements ont contribué à la réussite des Jeux en France. On ne le remarque pas souvent, les Jeux Olympiques, c'est aussi le produit du travail de dizaines de milliers de travailleurs pendant plusieurs années, dans différents métiers, très nombreux. On estime à près de 200 000, ça reste des estimations, le nombre de salariés qu'il a fallu pour préparer et organiser les Jeux. C'est une fourchette, sans compter sans doute des emplois encore plus indirects et qui ont été impactés. Donc c'était quelque chose de considérable à organiser. Et donc cette charte, qui n'avait pas de statut juridique contraignant au départ, c'est une initiative des syndicats français, rejoint par les organisations patronales et approuvée une fois que Paris est retenu par le comité d'organisation d'une part et la Solidéo, l'établissement en charge des travaux, des infrastructures d'autre part. Mais après, il faut la mettre en œuvre. Et dès lors que ça n'est pas un texte juridiquement contraignant, dans un premier temps, il faut persuader, il faut essayer de créer l'environnement politique qui amène tout le monde à s'aligner sur cette démarche, qui devient une démarche de la France, quelque part. Mais là, vous avez un écho qui peut être variable d'une entreprise à une autre, d'une région à une autre, d'un secteur professionnel à un autre. Et donc, il a fallu faire œuvre de persuasion, je dirais, pour essayer d'embarquer le maximum d'acteurs, notamment des acteurs économiques. Les élus locaux, en général, étaient très convaincus. Ils avaient eux-mêmes, et notamment dans des territoires qui attendaient beaucoup des Jeux, je pense à la Seine-Saint-Denis, des élus locaux qui nous ont accompagnés aussi à leur manière pour faire en sorte que les objectifs soient atteints. Alors, je cite juste quelques objectifs. En termes d'emploi, on souhaitait par exemple que les emplois créés à l'occasion des Jeux puissent bénéficier en partie à des gens en recherche d'emploi depuis longtemps, à des chômeurs. Et là, pour la partie travaux, je m'en tiens à la partie Solidéo, donc à des travaux, l'objectif assigné n'était que 10%. Il y a eu 30 millions d'heures de travail au final. 10% des heures de travail soient réservées à des personnels au chômage. L'objectif a été dépassé puisque c'est plus de 4200 chômeurs qui ont été recrutés en insertion. Et cette année, on est en train de suivre le plus en détail possible pour apprécier la part de ceux qui n'auront pas été recrutés uniquement pour l'occasion de l'événement, mais qui, comme on le souhaitait au départ, et plus du fait des Jeux, avoir un tremplin sur une carrière professionnelle. Là, on est en train de suivre, avec les différents services de l'État, des préfectures, quelle est la part de ceux qui auront vraiment eu une opportunité à l'occasion des recrutements liés aux Jeux Olympiques. Cyril a évoqué la diffusion de l'impact des Jeux sur l'ensemble du tissu économique. Une de nos orientations, c'était, décidément, je vais la laisser sur la table, c'est une aide parce que ce sera plus simple. Notre crainte, c'était que ce genre d'événement ne soit accaparé que par des grands majors, que ce soit dans le commerce, dans l'audiovisuel, dans le bâtiment, mais que le petit tissu économique, le réseau de TPE, PME, ne puisse pas avoir un minimum de retombées en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en création potentielle d'emplois.
Si c'est la PME qui a le marché, forcément, elle est susceptible de recruter pour honorer son marché. Et là, c'était 25% des marchés qui étaient réservés au tissu PME, TPE. Et là aussi, l'objectif a été dépassé, puisque c'est en fait 37% des marchés qui ont irrigué le tissu des petites et moyennes entreprises, dont l'économie sociale et solidaire, c'était aussi un secteur que l'on souhaitait encourager à l'occasion des Jeux. Et puis, un autre grand thème qui est sujet sans doute d'actualité pour la rencontre d'aujourd'hui, c'était la santé et la sécurité au travail. Et dans ce générique global, il est évident que la place des chantiers occupait une part importante de nos préoccupations, parce que là aussi, l'expérience syndicale internationale sait combien la convocation de ce genre d'événements, ces grandes infrastructures à construire dans un délai imparti, parfois dans un budget serré, c'est fait très souvent au détriment des conditions de travail, voire de la sécurité des personnels travaillant sur les chantiers. Et donc là, très tôt, on a discuté avec la Solidéo, qui était totalement partie prenante dès le départ et convaincue de l'objectif politique, des modalités à réunir pour l'organisation des chantiers, leur conception, leur suivi. C'est vrai que la tâche a été un peu facilitée dans la mesure où le mandat de la Solidéo, l'établissement public créé pour l'occasion, établissement éphémère, quelque part, avait en charge la supervision de l'ensemble des opérations, quels que soient les opérateurs privés qui avaient décroché les marchés. Donc ça nous a permis une certaine coordination d'ensemble sur 70 chantiers, 30 000 personnes qui ont travaillé pendant 4 ans, mais venant d'entreprises très différentes, au profil, au parcours, aux expériences, aux pratiques professionnelles en matière de sécurité très différentes. Et ça nous a quand même permis d'harmoniser d'une certaine manière une approche qui a été faite de prévention, très important, identifier les risques avant d'être sur le terrain, donc une énorme phase d'anticipation sur les risques prévisibles, autant qu'on puisse les identifier. L'information, il y a eu beaucoup d'informations, y compris en transversal, entre entreprises, sur l'organisation même du chantier. Il y a des réunions multiples pour coordonner les différents acteurs. La formation des personnels, la Solidéo a eu des actions tout à fait originales en matière de formation, notamment à l'égard de personnels issus, notamment de petites entreprises qui n'ont pas une formation très poussée en matière de sécurité au travail. La Solidéo a pris sur ses moyens pour former les gens, les ouvriers à la sécurité avant qu'ils ne commencent à travailler. Ce qui est relativement rare. C'est très exemplaire. Oui, c'est tout à fait. Très novatrice et très unique pour l'instant. En matière, enfin le droit aujourd'hui, je le résume au risque de schématiser un peu, mais c'est l'employeur qui est responsable de la sécurité de son personnel. Peu importe ce qui se passe à côté, le voisin. Sauf que sur un chantier aussi complexe, ce que fait le voisin au plan professionnel peut avoir une incidence sur la sécurité sur l'ensemble de la chaîne. 40 grues sur le chantier du village des athlètes, par exemple, si vous n'avez pas un minimum de coordination, voire un maximum de coordination, vous risquez le pépin tous les moments. Donc la formation, et puis le contrôle. Alors le contrôle par les moyens propres, internes de la Solidéo, c'est là que la Solidéo a reconnu aussi un rôle des différents acteurs, notamment des acteurs syndicaux. On a eu des visites de chantier, c'est pas non plus très commun, des visites de chantier avec des militants venant de l'extérieur pour regarder comment c'était organisé, faire des signalements, des remarques, voire des critiques lorsqu'on estimait que la situation était critique, et en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs. Alors vous allez entendre tout à l'heure la représentante de l'OPBTP, qui a été aussi un acteur majeur, un organisme paritaire de prévention justement des risques dans la filière professionnelle, donc avec une expertise évidente, mais c'est aussi les services de l'inspection du travail. On a eu en moyenne un inspecteur du travail chaque jour sur l'un des chantiers JO. C'est une moyenne, un taux de présence des inspecteurs du travail bien supérieur à la moyenne au quotidien pour les entreprises. Et tout ça a concouru à avoir un bilan en matière d'accidentologie tout à fait présentable. On ne va pas dire exemplaire parce qu'il y a toujours mieux à faire. On a eu des accidents du travail, il y en a eu 180. Et c'est, comme on le répète systématiquement, c'est effectivement 182 trous, dont 31 graves. Pas d'accident mortel.
certains dans le secteur disent à cette échelle-là de ne pas avoir eu d'accident mortel, c'est presque un miracle. Non, je crois que c'est surtout la conséquence de tout à la fois un état d'esprit, une volonté politique et surtout des mesures très concrètes de prise pour anticiper et éviter de s'appuyer sur l'ensemble des acteurs pour éviter les sources d'accidents du travail. On ne les a pas toutes exclues, mais on les a considérablement réduites, puisque si je le rapporte à une moyenne nationale, on a eu donc 4 fois moins d'accidents du travail sur les chantiers JO que la moyenne des accidents dans la filière du BTP, ce qui est quand même tout à fait significatif à cette échelle-là. Donc bilan globalement positif, si vous me permettez l'expression. Mais merci, c'est effectivement une lecture très important et très exemplaire, et on voit que je peux mettre les effets. C'est bien sûr les effets qu'on va voir là maintenant sur chacun des chantiers, mais c'est aussi des effets, je veux dire, dans les mentalités. Moi j'étais très ravi par exemple vendredi en vous écoutant aussi notre cher ministre du Travail, de dire deux choses, c'est-à-dire que globalement on est en train de passer, que ce soit légalement, ça ne va pas tarder, mais il faudra un certain temps, de la responsabilité de l'employeur à celle du donneur d'ordre, et puis avec le rappel aussi que chacun est responsable de sa santé, mais aussi de la santé des autres, et c'est aussi un article du Code du travail. Donc on va vous remercier. Et donc, je me permets de vous incarner, vous tous, donc je pense, j'allais dire, tout le périmètre, c'est-à-dire à la fois le cœur du réacteur, ce qu'on a vu, c'est ce qui est possible, c'est les constructions en dur, solidaires ou en PVTP, et puis les autres périmètres, y compris celui qu'on veut aussi sensibiliser, qui est dire celui de tout un chacun partant et en train de travailler. Alors, bien Karine, c'est à vous, donc sur la partie construction, infrastructure, vous dirigez ce qui est les interfaces essentielles de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, à l'EPVTP, donc l'organisme, pas l'office, c'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics depuis un certain temps, et il existe depuis 1947. Voilà, donc l'immédiate grande construction de ce côté-là, donc c'est à vous, et je vous dis ce que je passe la suite, une petite animation. Merci Anne-Marie, merci pour cette introduction. Alors en quelques mots, parce qu'on n'est pas forcément très connu des consorts des chantiers du BTP, donc l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, donc comme Bernard l'a très justement dit, organisme paritaire, donc fondé par les salariés et les entreprises du BTP pour tenter de réduire la sinistralité sur les chantiers pour des raisons très terre à terre. En 1947, des hommes, il n'y en a plus, et à cette époque-là, on a 1500 morts dans l'année sur un chantier, enfin sur les chantiers. Donc voilà. Donc il y a un enjeu vital. Finalement, c'est toujours le même enjeu qui nous anime, avec une dimension un peu différente, qui est de considérer que, et vous venez de le dire, l'employeur, mais même le compagnon sur le chantier, seul, sans qu'on ait anticipé, pensé le plus tôt possible de comment ça va se passer, de quoi on aura besoin, qui va intervenir, qui connaît la tâche de celui qui est à côté, ça ne peut pas tenir. Donc depuis 2007, on a dans nos missions d'accompagner la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc j'en ai fait la chance aujourd'hui d'avoir la responsabilité de ce secteur-là. Donc les Jeux Olympiques, oui, je vais être totalement transparente avec vous. On est allé taper à la porte quand on a vu arriver la charte sociale. Et à ce moment-là, on nous a dit ravi de faire votre connaissance, mais passez votre chemin à l'OPP-BTP, parce que la charte sociale, tout va bien se passer. Alors, on espérait tous que ça se passerait bien, mais on s'est dit, si on regarde la charte sociale seule, nous, on a une vision de l'ensemble des acteurs de la chaîne, et donc du niveau de maturité, de compréhension pour chacun d'eux, depuis le directeur général de la Solidéo jusqu'au compagnon intérimaire, et on s'est dit, ça ne peut pas tenir. Il faut une transposition concrète, pragmatique de tout ça. Et donc, Bernard a déjà dit l'essentiel, c'est-à-dire que de la charte, on a commencé à regarder ce que ça pouvait donner pour les acteurs, pour les décideurs. Donc, ça veut dire comment lier la Solidéo avec les maîtrises d'ouvrage qu'elle faisait travailler, et ces maîtrises d'ouvrage avec l'ensemble des entreprises qu'elles-mêmes faisaient travailler. Et donc de là, commencer à naître le projet de la charte HSE, donc hygiène, santé et environnement, donc un premier niveau de déclinaison opérationnelle de la charte sociale.
très modestement, on a marché dans les pas de la charte sociale, en termes de valeurs, en termes d'engagement, en termes d'objectifs à atteindre, et en se disant tous, eh bien oui, on va veiller au maximum des fondements d'une démarche de prévention, donc du pratico-pratique, en faisant que chacun sache le rôle qu'il a à tenir. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, Bernard l'a très justement dit aussi, c'est l'organisation entre différents acteurs. Les fameuses 40 grues, moi j'ai souvenir, on n'en était pas encore à 40, il y en avait 27 de montée un matin, on sort du RER avec mon collègue, on est des gens de chantier, et de loin, on regarde, et on en voit deux des grues qui n'étaient pas là la semaine d'avant. Et on s'est tous les deux dit, ça va pas passer. Ça va pas tourner. Pourquoi? Parce que sous la Solidéo, vous aviez 27 maîtres d'ouvrage qui chacun avait leur propre maîtrise d'œuvre, leur propre coordination, leurs propres organisateurs, leur propre système de santé et sécurité au travail. Et donc chacun avait bien prévu tout ce qu'il fallait dans son prisme. Et donc la Solidéo nous dit, mais ça fait 2 mois qu'on essaye justement de gérer ça. C'est qu'il y a bien tout ce qu'il faut au sein d'une seule entité, mais on n'a pas prévu les effets de l'activité d'à côté. Et donc, par principe, c'est celui qui est le plus fort qui gagne. Donc, une grosse grue à tour de 400 tonnes contre une grue à montage rapide, évidemment, on savait qui allait gagner. Et donc, c'est ce genre d'exemples qui sont des exemples de terrain tout bêtes dont on se dit ça ne devrait pas, sauf que si, sur un chantier de Jeux Olympiques soumis à cette pression, à cet enjeu-là, ça se produisait. Donc la déclinaison, en dessous de la charte HSE, ça a été de mettre en place une certaine, alors le nom savant c'est comitologie, mais je vais laisser ça à mon secrétaire général, moi je vais vous parler de réunion de travail. Donc on a mis en place différentes structures d'échange, à la fois en impliquant les directions de travaux, parce que trop souvent malheureusement, ce qui pilote la prévention sur le chantier, c'est les préventeurs, mais seuls. La production n'est pas là. Faire des réunions entre directeurs qualité, sécurité, environnement, c'est extrêmement pertinent, mais ça ne change pas le planning de prod. Donc on a fait bien son chantier conjointement, les patrons de travaux des entreprises, et il faut reconnaître qu'on avait un grand nombre de très grandes entreprises, mais aussi de petites entreprises, avec des cultures et des maturités très différentes. La maîtrise d'œuvre, qui est fondamentale et qu'on trouve malheureusement assez peu présente sur les questions de santé-sécurité, sur des opérations de cette envergure-là, où la maîtrise d'ouvrage est très puissante, très armée, très compétente. Et on a fait venir, évidemment, la maîtrise d'ouvrage, et donc pour faire de la visite, pour aller sur le terrain, comme le disait Bernard, pour faire constater, et en y associant aussi bien des tiers extérieurs, des représentants des collèges employeurs à salariés, en faisant venir des fournisseurs, des équipementiers. Donc j'ai souvenir de toutes les visites qu'on a fait notamment avec Saint-Gobain, parce que quand vous construisez un village olympique qui va devenir des logements, et là je me permets une parenthèse, ils ne sont pas finis les JO, on est en plein héritage, on est en train de restituer 36 000 chambres pour en faire 6 000 logements en 6 mois. Autant vous dire qu'en termes de prévention des risques professionnels, ça reste un peu subtil en ce moment, l'âge olympique. Donc il a fallu penser ça, c'est penser l'après et avec l'implication des industriels. Donc voilà, des réunions de travail. Et puis le dernier niveau, il fallait que ça vive. Il faut que ça vive au quotidien. Donc il faut que ce qu'on ait voulu rêver dans la charte sociale, penser de façon un peu plus opérationnelle à chacun de ces niveaux-là, eh bien le compagnon, quand il arrive le matin sur son secteur, il sache ce qu'il a à faire et ce qu'il va devoir finalement prévoir avec les autres autour de lui. Et quel que soit le niveau, l'échelon et la responsabilité. Donc il y a eu des choses très simples, on en voit quelques-unes sur les photos. Il y a eu des livrets d'accueil. Et ça, c'est une démarche de la Solidéo qui a pris à sa charge à la fois la conception, donc la philosophie du livret, et le financement. Parce qu'il y a une histoire d'argent derrière tout ça, il faut savoir se le dire. Des marchés de travaux à un prix juste permettaient de faire des actions de prévention et d'être présent sur le terrain, mais avec un donneur d'ordre qui a aussi eu cet engagement-là. Donc le livre d'accueil, les échauffements, les pauses qu'on a mis en place sur l'entièreté des secteurs. On a eu des choses aussi très concrètes pour arriver à créer ces interfaces entre les différents secteurs, comme le collège interchantier. Donc on réunissait autour de la table à la fois les coordonnateurs de sécurité, les responsables prévention et les opérateurs de travaux. Donc tout ça pour arriver à créer une dynamique de prévention
Alors, les résultats sont là. J'espère qu'on est tous collectivement pour quelque chose, en tout cas que ces différents éléments-là ont pu contribuer. Moi, ce que je veux souligner dans tout ça, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a à la fois l'engagement fort de la maîtrise d'ouvrage. On a eu pendant 4 ans à la tête un Nicolas Ferrand, qui est un homme qui dès le premier jour s'est dit il faut tout prendre en compte, même l'existant. Sur le village, finalement ça s'est conçu, mais il y avait en activité un collège, un lycée, une crèche et une salle de sport, pendant qu'on construisait le village olympique tout autour. Donc vous dire que c'était pas gagné d'avance pour que ça se passe bien, même vis-à-vis des tiers. On a eu ensuite des équipes qui ont été recrutées et formées, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. La vidéo a mis les moyens pour mobiliser l'entièreté de ses personnels. Et ensuite, eh bien oui, on est allé chercher des entreprises qui géraient de A à Z toutes les dimensions d'opération, y compris la prévention. Et ça a quand même changé notablement la donne. Donc avec un point commun, et je dirais que c'est le fil conducteur, c'est la base de tout ça, c'est la conscience du risque, c'est la conscience de l'engagement collectif, et ce sont des valeurs qui ont été partagées pendant toutes ces premières années. Donc voilà, sur la phase, je dirais, réalisation, ce qui me semble important de partager, on parlera des perspectives après, mais je vais laisser le petit camarade témoigner également. Merci. Merci Karine, et on voit bien dès le début l'importance de ce que vous dites sur la coordination. Et en même temps, on y reviendra avec Christelle sur les questions de coactivité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réussit à bosser alors qu'il y a d'énormes chantiers qui sont en train. Merci à vous. Alors, on va regarder maintenant, si vous voulez bien, l'exemple de RTE, donc le grand réseau de transport d'électricité. Vous êtes, alors c'est mon petit cromard, là où vous êtes à cheval sur les deux périmètres. Le premier qui était très strictement, Thibaut et Nathalie, vous avez très strictement rattaché au vrai dur, parce qu'il fallait permettre justement à tout ça de sortir de terre et d'être efficace. Et puis il y a eu tout j'allais dire, ce qui était gris mais ce qui était essentiel et qui permettait l'alimentation finalement d'électricité durant les jours. À vous tous les deux, donc Thibaut, c'est vous qui prenez le manche au début sur Thibaut Leguenat, voilà, donc sur merci, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est pas. Oui, ce qu'on voulait par cette intervention vite fait, c'est que je dis pourquoi RTE a contribué finalement aux Jeux Olympiques. Une des ambitions de Paris 2024, c'était d'être environnementalement parlant exemplaire et donc de ne pas faire comme dans les autres Jeux Olympiques l'alimentation des sites JO par des groupes électrogènes. Donc directement sur le réseau. Ce qui a comme exigence que le réseau soit prêt, soit fiable, soit disponible pendant la période JO. Alors évidemment, on ne fait pas ça au dernier moment. Ça, c'était le sujet, effectivement, de l'ouverture. Mais il y avait aussi le sujet de préparer en amont des JO certains sites, et notamment le village olympique qui nous occupe, puisque sur le village olympique, on avait un poste à déplacer à effacer, des lignes à haute tension à effacer. Et ça, donc, on a sur 2 niveaux contribué aux Jeux Olympiques dans la préparation, un peu comme des sportifs. On prépare le terrain, puis après on s'entraîne, puis après, quand on est sur le terrain, on alimente les JO de manière directe. Il fallait donc environnementalement parlant être exemplaire, mais aussi socialement être exemplaire. C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire ça au détriment, puisqu'on a quand même un délai très fort, très important d'être au rendez-vous, à la fois pour dégager la place pour que le village olympique puisse se faire, et puis être en capacité d'alimenter le réseau et donc d'alimenter les sites. Mais tout ça, on a une mission de service public et on n'est pas consacré uniquement aux JO, c'est-à-dire que pendant les JO, la vente continue. Donc il fallait aussi que ça se fasse, au détriment des autres populations françaises, soit franciliennes ou partout ailleurs en France. Donc on avait cet enjeu de faire bien en maintenant une qualité de service partout. Et donc ça nécessite une mobilisation des équipes, le tout évidemment dans le respect des conditions de travail et de la santé, mais c'est un enjeu très fort qui nous a mobilisés pendant 4 ans. Et une des vertus de cette préparation des JO, c'était aussi de se dire qu'on avait le temps, on a pris le temps suffisant pour pouvoir anticiper, préparer. 4 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup en temps. On voit bien la préparation de 2030, on s'aperçoit qu'effectivement, même si on est en phase d'héritage, il y a des choses quand même à mettre en place.
Et donc pour ça, on a contribué à faire en sorte que nos équipes se mobilisent, donner l'envie et être fiers de pouvoir participer, qui sont des moteurs très importants aussi dans la capacité des personnels et des salariés à travailler en équipe et en coordination, à la fois en interne, mais aussi avec l'externe, avec Enedis, avec la Solidéo dans le cadre de notre projet d'effacement, puisque, comme je le dis, il y avait une partie de nos équipements à effacer pour permettre au village d'émerger et de vivre. Et puis on avait aussi dans la phase plus opérationnelle pendant les jeux, faire en sorte que le réseau soit fiable, que le réseau soit disponible et sécurisé. Et ça, c'est des éléments très importants parce que c'était quelque chose qui était assez compliqué à faire, dans le sens où on sait faire le métier, on a nos capacités, nos compétences. Là, sur un périmètre contraint en temps, en géographie, en contrainte externe par la préfecture de police, par Paris 2024, il y avait énormément d'opérations à anticiper. Tout ce qui était problématique d'accès aux différents sites avec, je vous rappelle, des badges zone bleue, zone rouge, zone JO qui ont pas mal entité de monde sur ces sujets-là. Il fallait pouvoir anticiper, comprendre ce que ça voulait dire et s'acclimater. Donc on a beaucoup travaillé aussi là-dessus pour faire en sorte qu'on n'entrave pas la mission de service public avec ces contraintes. Donc on a fluidifié. Rappelons-nous effectivement ce qu'il y a eu tout au début, qui était l'extrême stress et l'extrême peur de tout un tas de choses. Complètement. La SNCF s'en est pris un peu dans les dents, si je peux me permettre, vous, pas trop les autres non plus, mais ça aurait pu. Nous, notre job, c'était qu'on ne parle pas de nous pendant les jeux. Voilà. Et ça a marché, on n'a pas trop parlé de nous, et on était très contents. Et c'est vrai que quand ça a commencé avec la SNCF, il y a eu aussi la film juste après, on s'est dit les prochains c'est nous. Et puis on a pris des dispositions pour faire en sorte que, vous les avez déjà prises, mais on a un peu renforcé certains trucs, pour faire en sorte qu'on puisse travailler le sujet et qu'on soit plus serein. Et puis finalement, cette appréhension elle a été élevée une fois qu'on est rentré dans les jeux. Il y a eu un moment où effectivement on s'est dit c'est bon, on va y arriver, on est préparé, de toute façon qu'est-ce qui peut nous arriver, on a fait tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai que ce sujet d'extrême préparation, comme les sportifs en fait, on y va, on rentre dans la compétition et à la fin on arrive à faire quelque chose de très... De toute façon qu'est-ce qui peut nous arriver, les salariés, et aussi pour la livraison finale des jeux, où on a ce sentiment d'avoir fait quelque chose d'assez unique. Et ça c'est très, très important. Ce que je voulais rajouter aussi sur ce sujet, c'est qu'il y a une mobilisation effectivement importante, 500 hommes jour pendant la période des JO, une forte coordination avec les autres opérateurs, une forte coordination avec les collectivités locales aussi, et puis les organisateurs. C'était quelque chose d'assez complexe, et finalement on va s'en resservir, on l'a dit, pour 2030, pour les JO, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous, de pouvoir faire fructifier cet héritage. On parle d'héritage ou de façon de travailler, mais en tout cas de faire en sorte qu'on puisse parvenir à capitaliser comme les sportifs. On a emmagasiné de l'expérience sur une compétition, on va la réemployer sur la prochaine. Et alors en matière, merci, en matière, j'allais dire, de pilotage et de concret sécurité, parce que là aussi, je veux dire, on est à la fois dans un état d'intensité totale, comme disait Thibaut, il y a le reste des affaires qui continuent, et c'est pas la volaille qui est à l'intérieur, mais elle est à l'extérieur, là complètement, il faut qu'elle bosse, et en même temps, il y a cette ambiance d'objectifs, de délai et de résultats très important. Comment ça s'est passé chez toi, Nathalie ? En fait, nous, on a les deux casquettes. En fait, comme Karine le disait, on est maître d'ouvrage, justement. On est maître d'ouvrage parce que c'était les travaux que vient de citer Thibaut étaient faits par des prestataires. Donc, on avait ce rôle de donneur d'ordre et d'importance. Alors, Bernard Thibaut a dit tout à l'heure, je crois, si nos salariés vont bien, tout va bien, mais ceux d'à côté, tant pis. Et non, ça, on le sait tous que de toute façon, en matière de prévention, on ne peut pas regarder qu'un seul morceau des chantiers. Donc, il y avait tout ce travail de fond à faire avec la maîtrise d'œuvre, l'accompagnement que l'on a pu avoir, et puis quand on parle de prévention et de santé, il faut parler la même langue. C'est une réussite globale, c'est pas ou le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre qui réussit, mais c'est bien tous ensemble avec une volonté d'y aller. Donc ça, c'était pour l'aspect plutôt anticipation sur les travaux. Comme le disait Thibaut, il y a le village olympique nous attendait. Il fallait que les pylônes aient disparu pour qu'ils puissent se terminer. On avait aussi un site en exploitation à côté. Alors il y avait les crèches, les écoles, mais nous on faisait du 3x8 aussi à côté. Donc il fallait gérer les accès. Ça a été aussi quelque chose qui
qui peut être stressant. Alors là, pour le coup, pas forcément par rapport à tout ce qu'il y avait à préparer pour les JO, mais dans la vie des salariés, de se dire, arrive un moment, je vais plus rentrer sur mon lieu de travail, ou je vais plus en sortir. Et il y a eu un gros travail de fond de fait avec la DRH aussi là-dessus. Donc, si je passe du côté salarié cette fois-ci. Alors, comme l'a dit Thibault, en fait, il fallait pas parler de RTE, parce que si on parlait de RTE, c'est qu'il se serait passé quelque chose de mal. Et donc, donner le sens à des salariés quand on sait qu'il faut surtout pas que on parle d'eux, il fallait trouver d'autres motivations. Et là, le monde du sport a été fabuleux. C'est-à-dire, il y a eu une vraie comparaison qui a été faite entre le travail de fond d'anticipation, de préparation des sportifs. Lors des JO, les salariés en ont témoigné. En fait, c'était leur contribution à ce que les sportifs puissent intervenir et puis faire leurs exploits dans de bonnes conditions. Il n'était pas question de faire ça dans le noir. Hein. Déjà, ils avaient connu le Japon avant en Covid sans public. Alors, si en plus là, ils n'avaient pas eu d'électricité, ça commençait à être très difficile. Et donc, tout ça a fait que, effectivement, c'était donner du sens, faire ce parallèle avec le monde du sport. Qui a beaucoup de sens et qui a pu donner cette envie. Thibault l'a dit, c'était en plein été, il fallait absolument qu'on soit sur le pont et invisible. Et donc c'est ce que les salariés de chez nous ont pu faire avec l'anticipation, la présence sur le terrain aussi. Les managers aussi ont été très présents pour pouvoir embarquer tout ce monde. Et de la même manière, on n'a pas eu d'accident ni grave ni mortel. Et on en est tout à fait fiers. Je voudrais juste rajouter très court. Hein. Un tout petit peu plus fort parce que... Juste très court. Faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui on est tous très heureux, mais que quand ça a démarré, on était quand même dans un JO-bashing fort, où finalement on n'était pas bon, on serait pas prêt, etc. Donc il y avait toute cette atmosphère un petit peu anxiogène quand même sur la capacité à faire, qui n'est pas simple dans la mise en place, dans les relations de travail, etc. Parce que vous avez des forces un peu négatives qui peuvent vous tirer vers le bas et qui peuvent créer des conditions de travail qui peuvent être difficiles. Et ça, on l'a pu le dépasser en ayant confiance dans nos équipes et nos savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important au sein de notre entreprise. Merci, ça sera sans doute la partie des enseignements sur lesquels on va revenir tout à l'heure. C'est que, je veux dire, finalement, la charge mentale d'un certain côté qu'il pouvait y avoir avec ce que vous dites, c'est-à-dire le géobashing à ce moment-là, ça ne devait pas être de la tarte, effectivement. Alors, merci à vous. On va passer si vous... Merci à vous, donc je vous dis les trois mousquetaires. Merci à vous. Christelle va vous les présenter. Voilà. Alors, il faut parler très fort. Et en règle générale, c'est celui de la dame il a mangé le morceau que je voulais. Il avait l'air de... Voilà. Pardon. Oui, merci. Alors, pour nous, à la Poste, les JO, ça a été deux choses en particulier. Ça a été d'abord la nécessité d'une continuité d'activité, comme toujours, mais avec, on le savait, des perturbations. Donc, la nécessité d'anticiper la manière dont on allait pouvoir continuer notre activité. Et puis, on avait aussi la chance d'être un des partenaires officiels des JO. Donc ça s'est traduit pour nous très concrètement par la mise en place de bureaux dits éphémères, dont un qui était au village des athlètes, et puis aussi par le flocage de tous nos véhicules pour annoncer les JO sur toutes les routes de France, un timbre aussi des JO et tout un packaging pour faire les envois. Donc voilà, donc c'était une grande fierté pour nous. En termes de retour d'expérience, je voudrais juste donner un petit élément de décor par rapport à notre entreprise. Donc la Poste, pour nous, c'est un réseau de 160 000 personnes avec trois gros métiers qui sont la banque assurance, les bureaux de poste et la logistique. Donc ça veut dire des acteurs différents. C'est aussi, en termes de décor, une entreprise qui est engagée en matière de santé, sécurité au travail, qui a une politique sur ce sujet, et aussi un réseau d'experts. Il y a par exemple, là on en a 3, mais c'est à peu près 500 professionnels de la prévention qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, plus des médecins du travail, plus des infirmiers, des infirmières, plus des assistants sociaux. Donc c'est à peu près 1000 spécialistes en fait qui travaillent avec nous, qui sont animés régulièrement, formés
pour prévenir tous les risques en matière de santé et sécurité au travail. C'est aussi une entreprise qui est engagée en matière de dialogue social, puisque alors l'année dernière, on est passé sur les nouvelles instances représentatives du personnel, mais à l'époque des JO, on avait encore plusieurs centaines de CHSCT. Aujourd'hui, on a 32 CSE. Mais on a un dialogue continu avec les organisations syndicales, structurées et permanent. Donc ça nous paraît être des points importants du décor. Alors comment ça s'est passé après très concrètement? On a commencé, vous l'avez dit tous, on peut parler de comitologie, parler de pilotage. En fait, on a mis en place un réseau de pilotage pour s'assurer que on anticipait, c'est encore le mot phare, anticipait les impacts, qu'on réfléchissait tous avec les acteurs de la production en plan de continuité d'activité. Et ça, c'est presque un an avant, en fait, qu'on réfléchit à comment on va, quel est le cadre et quels sont les impacts majeurs, quels sont les risques majeurs. Donc j'ai donné un petit peu des exemples en fait du cadre du discours qu'on expliquait à tous en termes à nos acteurs de production, à nos acteurs de la santé, pour montrer l'implication de l'entreprise en termes de JO et les risques d'impact. Pour nous, les risques d'impact majeurs. Et là, justement, de ce côté-là, si je peux pas être Christelle, concrètement, à quel moment sont intervenus, je dirais vraiment, à la fois les préventeurs de terrain, les acteurs de terrain, pour être au courant, vous questionner ou autre, derrière la comitologie, voilà, le contact, comment ça s'est fait? Alors très concrètement, les plans de continuité d'activité, eux, se sont engagés au dernier trimestre 2023. Ensuite, l'identification, la clarification des situations, on le voit un petit peu après, si vous voulez passer le slide, c'est premier trimestre 2024. En fait, tous les métiers se sont chargés d'identifier les situations qui allaient être concernées par les JO, les sites et les postiers, en les dénombrant de manière très précise, 60 pour le haut de la pyramide, les gens directement dans les sites de JO, 2600 sur les premières lignes, 11 000 sur des risques de déplacement, voilà. Et on va dire un trimestre avant la mise en place des JO, l'action des préventeurs à peu près, voilà, ils vont vous dire ce qu'ils ont fait, et le dialogue social, le travail avec les organisations syndicales, on va dire dernier trimestre 2023, ça a commencé, et ça s'est tenu des instances de manière très régulière, dans le cadre donc des CHSCT de cette époque, avec aussi des visites de sites éphémères avec les partenaires pour leur montrer comment ça allait se passer. Et puis systématiquement le check au niveau national de tout ce qui se faisait, les dates, les actions, voilà, pour verrouiller. Mais je peux laisser je vais leur passer mon micro si vous voulez bien, mais en vous posant la question, merci à vous trois d'être là et de venir soutenir Christophe. Comment ça s'est fait sur le terrain? Quelles ont été les réactions des gens, voilà, quand vous êtes arrivé avec votre truc? Bon, je commence. Ok. Donc, Jacques Chénaud, préventeur sur Paris. Ce qui a été dit de nombreuses fois, anticipation, communication, information. C'est-à-dire que dans les anciennes instances, on avait ce qu'on appelait les CHSCT. Donc, il y avait la direction. Pour moi, je travaille sur Paris, parce que ma collègue, elle est sur le 93. Il y avait la direction, il y avait nous en tant que préventeurs et les représentants du personnel. Et à chaque fois qu'on a avancé sur les dossiers, on a eu toutes ces informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les JO, c'est pas uniquement les sites éphémères, mais qu'il y avait aussi la fan zone. Moi, sur Paris, j'avais 18 bureaux fan zone. Donc qui étaient très directement liés aux épreuves, donc avec des consignes bien particulières. Sur les bureaux éphémères, moi j'avais le bureau de Porte-Maillot, donc on a travaillé sur des maquettes, puisqu'on n'a pas pu aller sur site tout de suite. Les maquettes, voir comment c'était installé, quels risques on pouvait identifier avec des plans d'action. Et je vais laisser Nadie. Alors, un mot de votre côté, merci. Oui, juste un mot, voilà. Vous aussi, comment ça s'est passé? Sur quel type de population vous étiez? Sur quel type de postier vous étiez? Alors, le micro est posé sur le menton. Et il faut parler fort.
Bonjour à tous. Alors moi j'étais surtout... Bonjour à tous. Donc moi je me suis surtout occupée des bureaux et des sites éphémères qui étaient sur le département du 93. Donc j'ai eu la chance de visiter le village olympique à Saint-Denis, mais aussi celui du Bourget avec le village des médias. Donc c'était très sympathique. Et nous avons travaillé ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de l'équipe des préventeurs pour préparer justement l'évaluation des risques professionnels qui pouvaient être identifiés sur les sites éphémères, mais aussi sur les bureaux qui étaient dans les fan zones. Qui étaient dans les fan zones, parce que bien entendu, il n'y a pas que les bureaux village olympique, mais il y avait aussi tous les bureaux qui étaient aux alentours qui pouvaient être impactés par le flux de clientèle, mais aussi pour les... Donc, ouais. Voilà, donc on va bien, pardon, le temps file, hein, on reprendra tout à l'heure dans le débat. Et donc, vous aviez aussi, est-ce que c'est vous qui vous êtes occupé des bureaux de poste éphémères, donc ce que vous avez mis en place, Christelle Ange C'est ce que disait Nadi. C'est ce que disaient Nadi et Jacques. En fait, oui, eux sont intervenus sur les sites éphémères et ont monté toute l'évaluation des risques professionnels de ces établissements, la documentation associée, les formations en cas d'évacuation incendie, enfin tous les basiques en fait qui sont nécessaires qui doivent être présents pour des populations qui vont se retrouver à un moment donné présentes sur ce site. Je voudrais quand même signaler que, et c'est important pour le rétexte après, c'est que pour nous, un des risques majeurs, c'était quand même le risque attentat. Et que sur ce risque-là, en fait, il y a eu des actions très spécifiques de mise en place pour compléter des plans de prévention qu'on avait déjà, pour faire des mises à l'abri systématiques, pour rassurer les personnels qui étaient en proximité de ces zones. Voilà. Tout à fait important. On verra les enseignements un petit peu plus tard. Maintenant, si vous voulez bien, Jean-François Dalvet, à vous. Alors, je vous ai collé, mais il n'y avait pas que ça, hein, l'étiquette d'être justement sur les structures temporaires et sur les structures de l'éphémère, qui moi me paraissent importantes parce que c'est porté par l'histoire. Je veux dire, en gros, qu'on apprécie ou pas ce type de structure-là. Et d'un certain côté, c'était, en l'occurrence pour les jeux, les tribunes et autres, la rançon du choix qui avait été fait on se concentre sur ce qui est recyclable et pas globalement pas sur le reste. Alors, vous étiez justement à l'époque complètement en charge des inspections de ce côté. Comment ça s'est passé et comment se faire accepter aussi? Merci, j'espère que ce micro fonctionne bien. Donc la Drietz était effectivement présente sur l'ensemble de la période préparatoire des JO, bien entendu. Donc je rappelle juste, avant d'aller plus loin, ce que veut dire la Drietz, parce que ces acronymes sont toujours un peu compliqués. Donc direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Déjà dans son nom, vous avez tout le champ quand même important sur lequel on est intervenu. Et donc pour rappeler quand même un petit peu ces choses-là, on était aussi dans la préparation amont de toute la partie emploi des JO. C'est quand même avec nous et avec un certain nombre d'autres partenaires comme France Travail, les missions locales, que nous avons pu à la fois recruter, former plus de 20 000 salariés pour notamment les activités de sécurité privée qui ont été quand même déterminants pour l'organisation en sécurité des Jeux Olympiques. Donc sur cette partie amont, nous nous étions organisés il y a fort longtemps déjà, puisque dès 2019, nous avions créé une unité spécifique régionale de contrôle des grands chantiers. Alors bien sûr, c'était l'objectif aussi de contrôler les chantiers du Grand Paris, mais qui, bien entendu, se sont impliqués fortement sur les chantiers des JO. Et donc, dans ce cadre-là, je crois que ce qui est important de dire, et ça a été dit largement par tous les intervenants précédemment, c'est que sur cette partie en dur des Jeux Olympiques, la charte, la volonté des acteurs, des différents acteurs, de la Solidéo, des entreprises, était particulièrement importante pour développer cet aspect de prévention
de prévention des risques, qui est quand même l'idée essentielle que nous portons, nous, dans nos politiques d'application de la sécurité au travail. Passer à cette culture de prévention, c'est pas évident, et je pense que l'ensemble de l'écosystème, comme il s'est organisé, a permis de diffuser vraiment cette idée qu'il était nécessaire d'avoir un vrai sens et une vraie anticipation sur les risques. Et ça, c'était particulièrement important, et je dirais que ça a facilité largement le travail que nos agents ont eu à faire sur le terrain, parce que bien sûr, nous venons pour contrôler la bonne application du droit du travail, le fait que les règles de sécurité sont bien respectées, les règles de coordination également, et là on voit qu'on est allé même au-delà de ce que la réglementation imposait, et donc pour nous ça a été particulièrement intéressant. On a quand même fait 1300 contrôles, on a quand même été amené à mettre en œuvre plus de 100 arrêts de travaux parce qu'il y avait quand même des problématiques de danger grave et imminent en matière d'exposition au risque, et on a retiré à peu près 200 à 250 salariés de situations qui auraient pu avoir des conséquences graves. Donc, bien entendu, l'organisation a été importante, ça n'empêchait pas qu'il puisse y avoir aussi du contrôle pour rappeler les règles, et je crois que l'esprit qui a été mis en place au travers de la communication, des échanges d'informations, notamment avec la Solideo. Nous avions des réunions mensuelles avec la Solideo dans lesquelles nous étions amenés à faire part de ce qu'on avait pu constater dans le mois qui précédait, et la réactivité a de ce fait été extrêmement forte. Et nous avons pu effectivement anticiper, mettre en œuvre des actions qui évitaient qu'une fois les constats faits de difficultés, ça se reproduise. Et c'était bien ça l'objectif. Et je pense que cette action collective, irriguée par l'esprit de la charte, a permis effectivement d'arriver à des résultats qui étaient extrêmement intéressants. Donc ça, c'était, je dirais, sur l'aspect des constructions des chantiers en dur, il y en a eu, mais les caractéristiques quand même fortes des Jeux Olympiques à Paris, c'était le fait que les Jeux allaient s'organiser dans la ville de Paris ou dans d'autres endroits à travers des structures éphémères. Le montage d'un certain nombre de structures, ceux qui ont eu la chance d'aller place de la Concorde ont pu le voir, c'était quand même des structures qui étaient vraiment impressionnantes, avec des très grandes hauteurs. Et ce que l'on a constaté, alors que sur un chantier amiral comme celui du village olympique, c'était très réfléchi, pensé à l'avance, on a quand même vu que là, sur ce type de structure-là, parce qu'on est dans une culture très différente de celle du BTP, plutôt dans la culture de l'événementiel, du montage événementiel, avec des délais en plus extrêmement serrés, les conditions de travail et de sécurité étaient extrêmement différentes. Et là aussi, ça nous a amené, quand on a commencé à rentrer dans le montage de ces structures, à envoyer des alertes extrêmement fortes, notamment au COJO et à Paname 2024 qui était maître d'ouvrage sur notamment les cérémonies d'ouverture. Il y a eu beaucoup de montage et ça a été très impactant en termes de conditions de travail. Ça nous a amené à faire des remarques extrêmement rapidement sur, attention, la manière dont les process de travail sont mis en œuvre ne garantissent pas la sécurité des travailleurs, parce que délai très court, parce que utilisation prioritaire des équipements de protection individuelle plutôt que des équipements de protection collective, absence, je dirais, d'intégration de la sécurité dans le montage dans les matériaux eux-mêmes. On a fait beaucoup de progrès ces dernières années dans le montage des échafaudages. Il y a des normes aujourd'hui qui ont été développées dans les structures éphémères. Ce que nous disaient les acteurs de terrain, nous, notre priorité principale, c'est la sécurité, la stabilité des équipements, et pas forcément la sécurité des salariés qui font le montage de ces structures. Et donc, ça a été des constats vraiment d'alerte très forte, qui nous a amené à faire d'ailleurs un certain nombre d'arrêts de travaux. Et je peux vous dire que quand il y a des arrêts de travaux à quelques jours de la cérémonie d'ouverture, ça fait couler quelques gouttes de sueur à pas mal d'acteurs. Donc, voilà. Vous aviez quelques gilets blindés.
Oui, absolument. Mais en même temps, je pense que l'état d'esprit qui prévalait, à vouloir avoir des JO exemplaires de ce point de vue-là, nous a permis de faire comprendre à l'ensemble des acteurs qu'il était essentiel. On ne pouvait pas ne pas faire ces montages en sécurité, et on a réussi à trouver des solutions extrêmement rapidement avec les monteurs, mais aussi grâce à l'implication du COJO immédiatement pour trouver des solutions dès qu'on détectait des problématiques de sécurité. Merci Jean-François et merci de nous avoir montré ça, effectivement les deux choses. Donc vous aviez à la fois le dur et le long terme avec la pérennité de long terme et l'immédiat, où on imagine que pour ce type d'événementiel, souvent là, j'allais dire pour le coup, quand on parle de culture d'entreprise ou de culture de métier, on est plus sur le risque que sur la prévention du risque à prendre là-dessus. Merci à vous. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que on regarde les perspectives d'avenir. Alors, comme on n'a que 5 chaises, pardon Thibaut, c'est vous que je vais virer. Vous êtes le barbu, alors il faut un critère. Et c'est un critère. Et Marie-Lise Cartanzito, si vous pouvez venir. Mais vous, comme je sais que vous sauterez sur le micro, même si vous êtes pas là. Mais merci à tous. Hein. Merci, voilà. Et donc, voilà. Perspective, je dirais que un peu vous, ce que je vous disais tout à l'heure en vous accueillant, c'est que sur vous repose quasiment, je vais pas dire toutes les vigilances, hein, mais quasiment, voilà, un peu. Quelle a été la perception à la fois de la DGT, mais je dirais aussi de votre perception, parce que vous êtes officiellement DGT, directrice du travail, à la sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la sécurité depuis un petit moment, mais avant, vous étiez quasiment chez votre voisin, qui était d'ailleurs lui-même ailleurs, à la DRIES, et donc ces jeux, vous les avez vécus vraiment. Comment vous avez vu, je dirais à la fois votre œil perso et votre œil DGT maintenant là-dessus, et aussi sur les perspectives. Alors c'est à vous, on vous écoute. Merci. Il faut appuyer plutôt sur la base du menton. Je vais peut-être vous donner celui-là qui est mieux. Bien. Merci. Merci pour l'invitation. Oui, en effet, j'étais l'adjointe à l'époque de la prédécesseur de Jean-François Dalvé au Polté de la DRIETS. Donc j'ai vu de près la mobilisation des services de l'inspection du travail et tout le travail qui a été mené sur les JOP en partenariat. On a beaucoup travaillé avec l'OPPBTP et la CRAMIF pour mettre en place cette culture de la prévention. Et c'est vrai qu'on peut tirer un bilan très satisfaisant de la mobilisation de tous les acteurs de la prévention sur les chantiers des JO et également sur les structures éphémères, comme l'a dit Jean-François Dalvé. Alors, tout d'abord, moi, je tiens à vous rappeler que la mobilisation du ministère du Travail... je peux me permettre, le plus possible, appuyer sur la base du menton. Sur la base du menton, ça me permet en même temps de prendre des photos sans que vous ayez le micro devant. Très bien. Je n'ai pas l'habitude. D'abord, je tiens à vous rappeler que la prévention des accidents du travail graves et mortels, c'est une priorité d'action de la politique de santé au travail qui est portée par le gouvernement depuis de nombreuses années. Nous inscrivons notre action dans le cadre d'un plan d'action accident du travail grave et mortel qui était nécessaire puisqu'on observait depuis quelques années, alors qu'il y a eu une baisse drastique de la sinistralité au travail au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, on observe depuis quelques années un plancher qu'il nous appartient de briser pour descendre encore le niveau de sinistralité sur l'ensemble des secteurs d'activité. Alors quelques chiffres, en étant très conscient que derrière ces chiffres il y a des familles endeuillées, ce sont des victimes. En 2023, nous avons dénombré 810 travailleurs salariés du régime général et du régime agricole qui sont décédés au travail, et parmi eux 38 avaient moins de 25 ans. Donc le plan de prévention des accidents du travail graves et mortels a été lancé en 2022. Il a reçu une impulsion nouvelle par la ministre Catherine Vautrin l'année dernière, en avril 2024, à l'occasion d'un CNOCT.
Et Madame la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, a elle-même présidé le 3 février dernier un CNOCT, un nouveau Conseil national d'orientation des conditions de travail, sur cette thématique de la prévention des accidents du travail graves et mortels. Et elle a pu exprimer... Et le miracle, c'est que vous l'avez même en photo, parce que c'est effectivement quelque chose de très important. Ce CNOCT en février dernier pour développer la charte sociale ensuite. Pardon de vous avoir interrompu, allez-y. Il n'y a pas de mal. Et donc, Madame la ministre a pris clairement appui sur les enseignements de la charte sociale des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 pour relancer la mobilisation, enfin relancer, même poursuivre la mobilisation du ministère du Travail sur le sujet, puisqu'elle avait convié Bernard Thibault et Dominique Carlac lors de ce CNOCT pour qu'ils puissent nous présenter les enseignements qu'ils tiraient de la réussite des JO, puisque, comme il a été souligné, la sinistralité sur les chantiers des JO était divisée par 4 en comparaison aux autres chantiers du bâtiment et des travaux publics. Donc des actions ont été définies à l'issue, enfin lors de ce CNOCT, des orientations ont été données par la ministre lors de ce CNOCT et sont en cours de mise en œuvre par les services, puisque ça nécessite bien entendu instruction et puis mise en œuvre, tout bêtement. Alors tout d'abord, la ministre souhaitait une mobilisation totale des partenaires sociaux et notamment un engagement particulier des branches qui ont les plus forts enjeux, les branches professionnelles qui ont les plus forts enjeux en termes de sinistralité. Donc il y a une démarche qui est déjà engagée avec l'intérim, mais aussi avec la branche des bâtiments et des travaux publics. La ministre a réuni ce matin les acteurs des branches bâtiments et travaux publics pour lancer cette démarche de mobilisation dans ce secteur d'activité. Je vais être tout à fait agaçante et je vais vous arracher vos notes, parce qu'on a 5 minutes. D'accord. En plus, j'ai mon truc là voilà. Et vous voyez, pardon, juste parce qu'on est là sur les 4 dernières minutes qu'on a sur les perspectives. En perspective, à votre avis, qu'est-ce qui va être appuyé? Donc, vous disiez ça, par exemple, les accords, la mobilisation des branches. La mobilisation des branches. Donc, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Alors, justement, la ministre, dans le cadre de la mobilisation des branches, les invite à travailler sur les aspects qui ont été soulignés, c'est-à-dire les formations des nouveaux entrants sur les postes de travail, les apprentis, les jeunes, les CDD, les intérimaires. Elle invite également à travailler sur la formation des employeurs eux-mêmes et de l'encadrement, puisqu'il est essentiel que les employeurs eux-mêmes puissent avoir des connaissances en matière de santé-sécurité pour mieux les diffuser, et notamment dans les très petites entreprises où les employeurs n'ont pas forcément le temps de s'investir sur ces questions. Donc il faut lancer une impulsion. Il y a également... Alors, oui. On va servir. Donc je vais plutôt demander, si je peux me permettre, et ça vous permettra de reprendre votre souffle après, à chacun sur ce que sont les perspectives, c'est-à-dire quelle est votre conviction, ce qu'il faut travailler à fond. Jean-François, à vous, et puis après Karine, et on tourne dans ça, et je vous passerai la parole avant de la donner à Bernard Thibault. Excusez-moi. Oui, Jean-François, allez-y. Moi, ce qui me semble absolument essentiel, et ce qui fonctionne, parce que ça a été testé pendant les JO, c'est l'implication effectivement des partenaires sociaux, notamment au niveau des branches. Nous menons par exemple des campagnes de contrôle spécifiques et ciblées sur un certain nombre de branches d'activité. Ça ne peut fonctionner que si on implique en amont les partenaires sociaux dans la définition des objectifs. Ensuite, bien sûr, des campagnes de contrôle, puisque à un moment, il faut aussi contrôler. Et puis ensuite, un retour d'expérience sur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut encore continuer à améliorer. Et c'est dans cet aller-retour-là, entre les branches, les entreprises, avec le dialogue social en interne, qu'on peut faire des actions qui fonctionnent et qui ont un vrai impact de fond. Merci, Thierry. On fait juste un tour vite. Vous, Christelle Ange, qu'est-ce que vous diriez sur les... Voilà, sur la suite, ça rejoint ce que vient de dire mon voisin. Et c'est ce qu'on a tiré nous d'ailleurs comme expérience, c'est de systématiser en fait dans les instances de dialogue avec nos partenaires sociaux, dans le cadre de l'évaluation des risques, tout ce qui concerne la catégorie des risques extérieurs qu'on traitait avant sur des plans de prévention dédiés, et là qu'on intègre comme une nouvelle catégorie, ce qui nous permet de le traiter chaque année avec les partenaires sociaux. D'accord.
Alors côté encore une fois du leader réacteur. Si alors on peut côté me permettre. OPP-BTP, alors Faut se passer le micro, ouais, c'est comme ça. Concrètement, j'abonde totalement sur ce que Jean-François vient de dire et la base de tout, c'est vraiment la concertation, le dialogue social et l'engagement de tous les acteurs. Maintenant, de façon très concrète, ne perdons pas ce qui a été mis en place. Un cadre qui à la base favorise ça, c'est le code de la commande publique qui aujourd'hui n'abonde pas suffisamment ce genre de démarche. La ministre l'a très justement dit vendredi lorsqu'elle s'est déplacée sur la restitution officielle du bilan des Jeux Olympiques. Et il faut que ça permette aussi à l'acheteur public d'être plus exigeant, plus engagé et de fait permettre de faire descendre et de capitaliser sur ces pratiques-là pour d'autres opérations que des Jeux Olympiques. Il faut qu'on puisse progresser sur toutes les opérations, emblématiques ou non. Sur les opérations emblématiques, on est déjà en train de récupérer les JO. Les visites croisées dont je vous parlais tout à l'heure, qui impliquent l'ensemble des acteurs, eh bien, on vient de le proposer sur le chantier du Lyon-Turin. On est sur une opération à plusieurs dizaines de milliards d'euros qui va durer 15 ans. Ils ont accepté, on va le mettre en place. On a la Société des grands projets, qui a déjà récupéré, avec l'accompagnement que l'on a avec eux, la notion des Olympiades, c'est-à-dire de mettre en valeur les bonnes pratiques, les réussites. On est dans un pays qui, trop souvent, associe les conditions de travail à l'échec. Ouais. C'est les réussites qui nous portent, il faut qu'on capitalise sur celle-là. Et puis la dernière... Merci, juste... Non. D'accord. Allez, très vite. Merci. Ça nous a conforté, alors bien évidemment je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, ça nous a conforté aussi dans la signature de la nouvelle politique qui englobe la santé au sens large, puisqu'on a bien vu qu'il y a effectivement les risques opérationnels, il y a l'évaluation des risques, mais il y a aussi la pression, le stress qui peut être mis aussi selon les conditions d'intervention. Et donc ça nous a conforté dans des grandes démarches comme la présence sur le terrain, la culture santé et l'engagement, comme on vient de le dire, de tous, qu'ils soient salariés de notre entreprise, donc dans notre rôle d'employeur, mais bien évidemment aussi des prestataires que l'on peut faire intervenir. Et donc une grande mobilisation générale autour de la prévention. Merci et bravo. Marie-Lise, deux mots, et puis je demanderai si je peux me permettre à Bernard, pendant que vous êtes encore là. Alors là aussi, ça sera 3 mots, parce qu'on me menace de me casser la gueule à la récré si je continue. Merci. Oui, alors en fait, effectivement, il y a le sujet de l'évaluation des risques, le document unique d'évaluation des risques dont il faut que les entreprises se saisissent clairement pour faire avancer la prévention, que ce ne soit pas simplement un document écrit, mais que ça soit le support d'une vraie politique de prévention au sein de l'entreprise. Également, s'inscrire dans un cadre plus large, puisque quand les entreprises interviennent, qu'elles interviennent sur un chantier ou en entreprise extérieure, il y a bien évidemment les sujets de commande publique, les sujets de maîtrise d'ouvrage dont il faut tenir compte, l'implication de la maîtrise d'ouvrage des donneurs d'ordre. Et la ministre a esquissé en fait les orientations sur le sujet. Donc ce sont des mesures, des sujets que nous allons instruire en interministériel et bien sûr avec les partenaires sociaux, puisque l'implication donc au plus haut niveau est importante, au niveau du CNOCT, etc. Mais également dans tous les niveaux où sont amenés à réfléchir et à œuvrer les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs sur le terrain, au niveau des instances représentatives du personnel, au niveau de toute la construction en fait de l'engagement de tous les acteurs. Merci de votre engagement. Je demande, voilà, merci Bernard, pardon, on a besoin de vous encore une fois et on a besoin de tous pour la fin et la suite. Oui, c'est la suite. Alors en 2 mots, puisque je ne voudrais pas qu'il vous arrive de difficultés avant la fin de la journée. On est au début d'un processus, je l'espère. Ayons cette prétention. On a cette expérience positive. Tout le monde ici en est d'accord. Après coup, c'est pas simplement un slogan, ça s'appuie sur des faits, une analyse, des chiffres, des statistiques, mais au-delà des statistiques aussi le sort d'hommes et de femmes. Donc on a eu une épreuve grandeur nature, il y a eu les épreuves JO, mais on a une épreuve grandeur nature qu'on a pu faire des démonstrations sur le plan social, de la sécurité des personnels qui ont fonctionné. Donc prétendons être au début d'un processus, et pour avoir un prolongement, il y a de multiples occasions, je ne vais pas les énumérer, mais tous les acteurs, qu'ils soient publics,
privés peuvent d'ores et déjà s'interroger pour savoir s'il n'y a pas tout ou partie de cette expérience à extraire, à transposer, quitte à l'adapter ou à la modifier. Les contextes sont différents d'un secteur à un autre, d'une entreprise à une autre, mais tous les acteurs peuvent tirer enseignement de cette expérience, y compris dans la commande publique. Je rejoins tout à fait la remarque. Commande publique provenant de l'État, les chantiers commandés par l'État sont quand même considérables, les collectivités territoriales, les régions, les départements. Là aussi, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Avoir un projet qui coûte le moins cher possible, mais en même temps des travaux qui ne tiendraient pas compte de la sécurité des personnels. Donc là, il y a des choix politiques au sens noble du terme politique qu'il faut faire. Et encore une fois, je crois qu'on est légitime pour les défendre et faire en sorte qu'ils soient portés. Donc l'avenir est devant nous. La vie est devant nous. Un grand merci. Alors je vous propose qu'on les applaudisse. C'est pas le micro. Et un grand merci d'avoir été là. Un grand merci de ce que vous portez et le replay la semaine prochaine grâce à Jean-Loup. Merci et merci de votre ténacité sur toutes ces questions. Merci à vous.